On est parti pour 1 heure ensemble pour parler du prix de vente, comment fixer un prix de vente idéal. Alors évidemment, il y aura beaucoup de discussions. On a voulu faire quelque chose d'un peu ouvert au niveau justement de l'échange par rapport à ce thème, même si on l'a structuré. Chacun pourra intervenir parmi nos intervenants, on va les présenter tout à l'heure, pour justement échanger sur la meilleure façon de définir son prix en fonction des différents cas, des différents profils, des différents types d'entrepreneurs que vous êtes tous et toutes. On va avoir 3 parties qui vont être les 2 premières très courtes. Juste qui sommes-nous et qui sont nos intervenants en 5 minutes, on aura vraiment fait le tour, mais le plus intéressant aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, le prix de vente idéal. Donc, on va directement passer à qui sommes-nous pour qu'on se présente vraiment rapidement, mais c'est important de le faire. Rivalis, c'est un réseau qui a été créé en 94, qui compte aujourd'hui 730 conseillers. Et le métier des conseillers Rivalis sur le terrain, c'est d'accompagner des petites entreprises, des dirigeants de petites entreprises. Quand je dis petites entreprises, c'est entre en gros 0 et 20 salariés, et bien dans leur pilotage au quotidien et dans bien d'autres choses, mais c'est le cœur de métier des conseillers, c'est vraiment le pilotage, c'est-à-dire d'améliorer la sérénité du dirigeant. Évidemment, quand on dit sérénité, ça passe aussi par la rentabilité de l'entreprise, par les objectifs du dirigeant. Et vraiment, le conseiller, c'est la personne qui va être aux côtés du dirigeant pour atteindre justement ses objectifs. Voilà, très brièvement, le conseiller, il est là pour construire l'avenir. Et elle est très complémentaire d'ailleurs, j'en profite, de l'expert comptable qui travaille vraiment sur les chiffres du passé. Le conseiller Rivalis, lui, il est au contraire tourné vers l'avenir avec le dirigeant. On est à 87 395 entrepreneurs utilisateurs de tous nos services, 93% de satisfaction client. Et on aime bien parler des résultats. Donc, j'ai mis 2 résultats qui sont importants pour nous. C'est justement la sérénité, puisque la dernière étude client montre une augmentation de sérénité chez les clients accompagnés de 71%. Et de résultats, quand on parle de résultats, c'est vraiment le résultat net de l'entreprise de 40%. On a d'autres chiffres, on va retenir ces 2-là. Voilà pour qui sommes-nous. Maintenant, on va parler de qui sont nos intervenants, puisqu'on est assez nombreux aujourd'hui. On est 5 personnes. Alors moi, j'animerai, mais on va peut-être commencer par Sabrina. Tiens, honneur aux dames. Sabrina, est-ce que peut-être tu peux te présenter très brièvement? Où est-ce que tu travailles? Alors moi, je suis conseillère Rivalis à Nantes, en Loire-Atlantique, dans les Pays de la Loire, Oui, et ce depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et j'accompagne effectivement, comme tu le disais à juste titre, des chefs d'entreprise de TPE, donc très petites entreprises, qui travaillent soit seuls, soit qui ont moins de 20 salariés. d'accord. Georges, tu peux te présenter? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Georges Fernandez, je suis conseiller Rivalis dans les Alpes d'Haute-Provence où il est bon de vivre avec du bon soleil. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, des dirigeants de petites entreprises, que ce soit de la profession libérale jusqu'à l'artisan, en passant par des commerçants. Voilà, et puis une expérience aussi à partager sur la création d'entreprises et les entreprises en difficulté aussi. Voilà. Très bien. Oui, toutes les entreprises, évidemment, rentrent dans l'accompagnement. Francis, tu peux te présenter également? Oui, bonjour à tous. Je suis Francis Bécamel, j'habite entre Nîmes et Montpellier. J'exerce donc dans le sud de la France et je suis conseiller Rivalis depuis 8 ans maintenant, au service Parfait. des dirigeants. Et enfin, Odile, est-ce que tu peux te présenter? Oui, mais alors moi, c'est Odile, je travaille au siège de Rivalis. Donc, nous, on est en Alsace, où il faut aussi normalement beaucoup de soleil, hein, et il y en a d'habitude. Hein, je sais, Georges, je te fais concurrence. Sauf qu'en ce moment, il pleut, hein, un petit peu comme partout en France. Mais ça n'empêche qu'on est de bonne humeur et je suis vraiment ravie de participer à ce webinaire et voilà, de vous apporter mes éléments, ce que j'ai apporté, quoi. Voilà. Très bien. Et moi-même, Christophe Billan, écoutez, ravi également de pouvoir animer ce webinaire, de pouvoir faire intervenir justement tous nos intervenants, voilà, sans aucune répétition. Et on va pouvoir démarrer justement sur le thème qui nous est cher aujourd'hui, qui est comment fixer un prix de vente idéal. Alors moi, j'aimerais bien commencer, si vous voulez bien, par qu'est-ce que font
finalement aujourd'hui les dirigeants pour fixer un prix? Chacun sans doute a un petit peu sa méthode. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre expérience personnelle, Sabrina, on peut peut-être commencer par toi, des exemples de dirigeants voilà, que tu as et qui fixent leur prix de telle ou telle façon. Alors brièvement, parce que le but, c'est pas évidemment d'avoir un état des lieux, c'est juste d'avoir quelques exemples. Eh bien, écoutez, comme je m'appelle peintre, je vais vous donner l'exemple d'un peintre, comme ça ce sera drôle. J'ai récemment rencontré un peintre et je lui ai demandé s'il savait combien il gagnait sur chacun de ses devis. Il m'a répondu que oui, bien sûr. Donc je lui ai demandé comment il faisait. Il m'a montré sur son logiciel son prix d'achat marchandise, auquel il appliquait une marge. Il m'a indiqué son taux horaire, il m'a dit donc je gagne ça, c'est-à-dire la différence. Et je lui ai dit oui, ok, donc tu es en train de me dire que bon an mal an, tu gagnes la même chose que ton voisin concurrent qui est aussi peintre et qui pour autant n'a pas la même structure que toi. Et donc ça lui a fait poser plein de petites questions effectivement dans sa tête, puisque le prix de vente ne se fait pas qu'en fonction de ses achats, mais aussi et surtout en fonction de sa structure et d'un prévisionnel qui y est rattaché. Très bien. Voilà. Donc c'est intéressant. Déjà, on voit effectivement une dimension qui est importante, c'est la dimension de l'entreprise. Georges, peut-être un autre exemple. On a pris un artisan sur une profession libérale, par exemple. Ben écoutez, oui, pourquoi pas. Voilà, on pourrait prendre l'exemple d'un avocat, d'un cabinet d'avocats ou d'un cabinet de consultants. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il fixe, par exemple, l'expérience que j'ai, il fixe son taux horaire en fonction du taux horaire des avocats dans le métier d'avocat. Il va fixer son taux horaire entre 200 et 250 euros, 300 euros, dépend de la taille. Mais voilà, donc lui, c'est plutôt le prix de marché, ce qui se pratique. Il défend son taux horaire en disant nous, avocats ou consultants, nous avons fait de longues études et notre taux horaire représente une valeur sûre, importante. Et voilà, ce prix-là est fixé comme ça. Mais derrière, combien vend-il d'heures? La question est posée. Exactement. On verra justement, on prendra l'exemple après, pour savoir si effectivement c'est la bonne méthode que de se fixer un prix en fonction de la concurrence ou en fonction d'un encadrement de prix, voilà, comme le font les avocats. Francis, on va parler d'un autre secteur d'activité, pourquoi pas la restauration? Oui, effectivement, mais dans la restauration, c'est encore une autre approche, puisque là, on ne vend pas d'heures et on vend que de la marge marchandise. On applique très souvent un COEF par rapport à ces prix d'achat. Maintenant, ce qui est plus difficile à évaluer, c'est mon électricité que j'utilise, l'eau, toutes les charges de fonctionnement que je peux utiliser, comment je peux les répercuter dans mon prix de vente, dans mon menu, pour m'assurer d'être rentable. Et puis le dernier point, c'est où c'est que je mets le curseur aussi, puisque c'est bien beau d'assumer ses charges, mais on ne travaille pas que pour payer ses charges. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est pas si simple que ça. Un prix de vente sur un menu ou sur... Ce qui était intéressant dans cette approche, c'est de dire, voilà, on a trois types d'entreprises, en gros les artisans, les professions libérales, les commerçants, les restaurateurs, et finalement chacun fixe ses prix en fonction de critères. Alors on a essayé de nous réfléchir évidemment à ça, et finalement la première raison, le premier rôle d'un prix de vente, et même l'unique rôle peut-être d'un prix de vente, on s'est dit que c'était de faire gagner de l'argent à l'entreprise. Finalement, c'est ça. Alors évidemment, il y a des sous-dimensions à tout ça. On va en parler avec toi, Odile. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de faire gagner de l'argent à l'entreprise? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différentes choses auxquelles il faut peut-être faire attention dans la définition d'un prix de vente? Oui, parce que même si, en effet, l'objectif principal, c'est de faire gagner de l'argent, puisque quand on parle de prix de vente, c'est vente, hein, donc qui dit vente dit chiffre d'affaires, dit gain pour l'entreprise. Maintenant, quand on veut dire gagner de l'argent, ce n'est pas n'importe comment non plus, il y a des paramètres à respecter. Le premier des paramètres, c'est ce que disaient tout à l'heure certains des conseillers rivalistes, c'est déjà les charges.
C'est vrai qu'on entend souvent des petites entreprises fixer leur prix en fonction des concurrents, mais peut-être que les concurrents n'ont pas le même niveau de charge que cette entreprise-là. Donc, il faut veiller absolument à ce que les charges soient couvertes, sinon, bah, le prix, en fait, au lieu de nous faire gagner de l'argent, nous en fait perdre. Donc ça, c'est évidemment pour nous le premier indicateur. Deuxièmement, bah, on va se fixer des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de résultats, et le prix doit couvrir l'ensemble de ces objectifs. Là aussi, hein, les conseillers, c'est leur quotidien, ils le savent bien quand ils accompagnent des entreprises, c'est que là-dessus, sur ces deux points-là, on est un petit peu, voilà, on n'est pas toujours dans les clous. Ensuite, il faut le fixer en fonction de la vie de son entreprise. Et surtout, alors pas la vie de l'entreprise, par exemple, si on fait des nouveaux achats, si on améliore le produit parce qu'on l'enrichit de quelque chose, d'une valeur complémentaire, bien évidemment, on va augmenter le prix. De la même manière, si on a nos prix qui baissent chez nos fournisseurs, on peut très bien baisser le prix pour être plus compétitif. On peut aussi faire évoluer en fonction du marché. Par exemple, on a un nouveau concurrent qui vient de s'installer pas loin de chez nous, bah peut-être qu'il faut vérifier ses prix et essayer, si toutefois on le peut, en fonction toujours des charges et des objectifs, essayer de le faire bouger, soit à la hausse parfois, hein, soit à la baisse. Pareil, il y a peut-être sur le marché une forme de rareté qui intervient. On le voit là notamment dans l'agriculture. Hein, bah, peut-être que la rareté, ça aussi, bah, ou même dans le bâtiment, on sait que maintenant c'est plus difficile de s'approvisionner sur certains matériaux. Bah, là, il faut absolument impacter ça sur le prix de vente. Alors c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur d'augmenter nos prix parce qu'on a peur de perdre nos clients. Maintenant, tout ça, ça s'explique. On peut l'expliquer aux clients. Donc, il faut le faire évoluer en fonction de son marché et de la vie de son entreprise. Et enfin, il faut l'adapter à ses clients, tout simplement, et à la catégorie de clients qu'on vise. C'est sûr que si on vise des clients qui sont peut-être des étudiants, peut-être que le prix, justement, n'est pas le même que si les clients qu'on vise sont des personnes avec des catégories socio-professionnelles plus élevées. Parce que parfois aussi, il y a cet effet de snobisme dont on parlait l'autre jour hein, quand on a préparé ce webinaire, c'est que parfois, le prix doit être, alors on va dire cher, mais pas forcément cher, mais en tout cas volontairement élevé, puisque quand on perçoit une valeur, quand on voit un prix, hein, ça nous fait percevoir, ça réveille en nous des sortes d'émotions, et parfois un prix fort peut faire penser à une meilleure qualité qu'un prix plus faible, alors que c'est vrai qu'on cherche toujours tous le prix le moins cher. On pense en tout cas que tout le monde cherche le prix le moins cher. Ce n'est pas toujours le cas. Donc attention aussi à ne pas dévaluer son produit parce qu'on essaye d'être moins cher que les concurrents. On ne touchera pas la même cible et justement l'entreprise ne gagnera pas forcément l'argent qu'il faut. Donc tout ça sont des questions que les conseillers savent gérer. Hein, mais... Alors ça c'est important. On a vu quatre dimensions qui sont quatre dimensions assez différentes finalement les unes des autres. Je vous propose de les voir un peu plus dans le détail chacune et d'en discuter par rapport à ce que vient de dire Odile. Alors, sur les charges, notamment, est-ce qu'on peut peut-être savoir comment on peut définir déjà un prix de vente en fonction justement des charges, comment couvrir toutes ces charges qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur le taux horaire, sur les marges, etc. Quelqu'un veut commencer, Francis, par exemple? Est-ce que tu peux nous dire un peu toi, en fonction peut-être des clients que tu as, comment tu fonctionnes au démarrage sur cette définition du prix? Alors, avant toute chose, définir un prix sans connaître ses charges actuelles et à venir, ça peut être, pour moi, c'est jeter la pièce en l'air. Ça paraît compliqué de pouvoir vraiment piloter son activité sereinement. Donc, une des premières choses qui me paraît indispensable, c'est effectivement faire un prévisionnel pour, analyser ses charges, voir en fonction des charges qu'a l'entreprise, quel chiffre d'affaires il faut faire. Et en fonction de ce chiffre d'affaires qu'il faut faire, par rapport aux prestations qu'on veut vendre, il y a une question de volume également. Donc ça c'est la première chose qui me paraît indispensable, c'est partir sur un prévisionnel réaliste et qu'on suit tout au long de l'année. Parce que là, si on prend par exemple l'exemple des artisans actuellement, il y a les matières premières qui sont en train de bien augmenter. Forcément, il faut une réactualisation des prix. Sinon, de manière automatique, on va baisser sa marge et donc baisser sa rentabilité. Donc, pour moi,
je t'interromps juste, on va le voir juste après. Effectivement, le fait de bien suivre le prévisionnel chaque année et dans l'année, effectivement. Là, au niveau de la définition vraiment du prix, comment on fait? Est-ce qu'on prend son taux horaire, on applique une marge dessus? Comment on démarre en fait? Après, tu as raison, on va peut-être le modifier, intégrer des objectifs là-dedans, mais comment on démarre quand on a une entreprise pour être sûr qu'au moins on couvre les charges, on va dire. Mais après, il y a ces notions d'heures vendables et non vendables qui sont présentes dans l'entreprise. Ouais. Donc là aussi, ça veut dire que concrètement, une secrétaire ne rapporte rien financièrement, même si son rôle est indispensable dans l'entreprise, mais c'est bien les techniciens ou ceux qui vont faire les prestations qui vont assurer cette rentabilité. Donc ça veut dire que moi, j'aime bien faire un exercice très simple avec les chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est regarder le nombre d'heures que dispose l'entreprise sur un mois. En fonction de ces heures-là, identifier les heures qu'on pourrait vendre. Et bon, ça paraît difficile de vendre 100% de ces heures-là sur le mois, mais se mettre un objectif pour s'y rapprocher au maximum. Et en fonction de ça, en appliquant le taux horaire, on peut voir le chiffre d'affaires qu'on peut avoir comme objectif. Mais c'est bien distinguer au départ les heures vendables et non vendables qui sont présents dans l'entreprise. Parce que rien que là, des fois, il y a un déséquilibre. On Oui. s'aperçoit assez rapidement qu'il y a des heures vendables qui sont quasi identiques aux heures non vendables. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il y a 50% des heures de l'entreprise qui ne ramènent rien. Il n'y a que 50% des heures qui assurent la rentabilité. Donc ça peut être un peu plus délicat, quoi. Ouais, Sabrina ou Georges, hein, vous pouvez préciser Oui. cette histoire d'heures vendables ou pas vendables, ça correspond exactement à quoi finalement? Et pourquoi on prend pas justement les heures pas vendables? Voilà, peut-être les mettre dans les Alors, charges. si je peux me permettre, Sabrina, et puis je te laisserai la parole. Je reviens sur le point que disait Francis. Et ça, c'est un point important, essentiel. Par exemple, sur un cabinet d'avocat, l'avocat passe du temps, son juriste passe du temps, son assistante aussi passe du temps, mais elle peut faire du juridique et là produire, et elle peut faire aussi de l'assistance de gestion et de la relance et des choses comme ça, qui ne sont pas des heures de production. Le juriste, c'est pareil, il va produire sur un dossier, mais il passe aussi du temps sur la recherche. L'avocat, lui, il va passer du temps, mais il peut passer du temps aussi, par exemple, dans une audience, passer toute la matinée à l'audience et défendre son client pendant une demi-heure. C'est cette demi-heure-là qui est la production. Tout le reste, c'est du temps qui est acquis de présence, mais qui n'est pas vendable. Donc, il faut faire toujours l'état des lieux de ces heures vendables, les heures de production. Et donc, là, effectivement, par l'ensemble des charges, et c'est ce que disait Odile tout à l'heure, c'est le minimum, l'ensemble des charges divisé par le nombre de productions va nous donner un taux horaire, un taux horaire d'équilibre. Et après, je le ramène par rapport à ce taux horaire de vente que je fais. Par exemple, 250 € pour un avocat. Mais si déjà, en divisant les charges par le nombre d'heures produites, j'ai un taux horaire qui est supérieur à 250 €, comment vous voulez gagner de l'argent? Donc, voilà ce genre de calcul qui est fait avec nos outils, bien sûr, et avec notre expérience. Et ça, c'est un point essentiel. Sabrina, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur notamment les artisans? Oui, je peux ajouter. Alors, pour le coup, Georges a été très clair. Les heures vendables, par définition, un patron achète un employé 151 heures à peu près par mois. Bien. Sauf qu'il ne va pas revendre 151 heures. Il faudra idéalement, mais comme disait Francis, c'est pas simple de vendre 100%. Donc, l'idée, c'est de réfléchir avec lucidité sur ces 151 heures, ce qui est à peu près 35 heures hebdomadaires, combien réellement on va pouvoir vendre, parce que effectivement il y a des pauses café comme on dit, il y a du transport certes qu'il faut facturer, mais voilà, c'est toutes ces petites choses qui peuvent polluer au bon sens du terme la journée, et quand on les déduit, on a nos heures vendables. Voilà, je voulais juste préciser cette notion. Ouais, si je peux me permettre à tous, il y a un élément aussi qui est important par la suite, c'est notamment pour les artisans, hein, c'est le système d'heures prévues et d'heures passées. Parce que moi, si sur mon devis, j'ai prévu de vendre 80 heures, mais que j'en passe 150,
Du coup, mon taux horaire, c'est plus du tout le même là. Et là, je vais me retrouver avec des prestations qui vont au mieux être à l'équilibre, au pire en perte. Alors ça fait partie de la vie des chantiers, mais c'est bien d'en avoir conscience sur chaque prestation, d'où l'importance de suivre les devis que nous réalisons avec le nombre d'heures vendues, avec le planning pour savoir réellement si on a collé au niveau de la réalité ou pas. Et Ouais, moi, je vais vous prendre un simple. Je Oui, vais vous vas-y, prendre vas-y. juste un exemple sur un électricien que j'accompagne. Quand j'ai démarré avec lui, je me suis vite rendu compte qu'il avait il a 4 techniciens. Et ces techniciens démarrent à 7h30, hein, c'est ce qui est prévu dans le contrat. Et de 7h30 à 8h, ils boivent le café. Donc là, c'est 2 heures par jour où le chef d'entreprise paye le café, certes, mais 2 heures par jour qui sont totalement improductives. Et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que c'est bien d'en avoir conscience en tout cas, parce qu'après, ça fait un certain volume. C'est pour ça que de ramener aux heures dont on dispose dans le mois par rapport aux heures effectivement qu'on a vendues et par rapport aux heures passées, nous donne une idée de la rentabilité de nos prestations et savoir si notre erreur est juste. Pour un partage d'expérience, quand nous réalisons des diagnostics, et là je pense que mes confrères diront la même chose, le taux horaire qui nous est annoncé par les chefs d'entreprise, 9 fois sur 10, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a posé les bases, il est faux. Il est faux. Calculer un taux horaire, il ne faut pas le faire à l'envers. C'est d'abord tout le processus qu'on vient de voir. Ouais, tu veux dire, Francis, que 9 fois sur 10, le prix, en fait, il couvre même pas les charges ou on est vraiment limite ou c'est juste qu'il est faux, quoi. C'est surtout. Ouais, alors faux, il est partiellement faux, mais en fait, il est faux parce que tout n'est pas intégré. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui vont me dire, mais regarde, j'ai bien vendu 30 heures sur ce devis à 50 € de l'heure, je suis bien sur ça. Sauf que c'est pas 30 heures que tu as vendu, c'est 50. Parce que il y a eu peut-être des problèmes sur le chantier, mais parce que toutes ces heures-là sont pas comptabilisées. Et puis très souvent, là aussi, les artisans calculent un nombre de jours. Oui, sur ce chantier, c'est 4 jours de travail. Mais une journée, c'est combien? C'est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et en plus de ça, par-dessus le marché, certains, notamment actuellement, payent des heures sup. Mais ces heures sup, on le sait tous, elles sont majorées. Elles nous coûtent, nous, en tant que chef d'entreprise, elles nous coûtent de l'argent. Mais ces heures supplémentaires, on ne les refacture pas aux clients. Donc, tout ça, c'est pour moi l'importance aussi de suivre le planning entre les prestations vendues et les prestations réalisées. C'est là où on remarque systématiquement des écarts. Je ne sais pas, Sabrina ou Georges, si vous voulez partager votre expérience là-dessus, mais je crois pas. Moi, je confirme, effectivement, c'est quelque chose. Vas-y, Sabrina. Non, mais c'est quelque chose que je mets en place effectivement tout de suite quand il s'agit d'artisans. Le nombre d'heures vendues, donc réellement facturées aux clients, et le nombre d'heures passées, des heures effectives. Et on se rend compte que malheureusement, il y a des deltas qui ne sont pas en la faveur de la société. Donc, pour le coup, le prix de vente du devis n'est plus le bon puisqu'il a coûté plus que. Donc, il faut mettre en place des actions correctives. Elles peuvent être multiples. Hein. Ça peut être un mauvais chiffrage, ça peut être un couac, ça peut être plein de choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est bien d'en avoir conscience pour justement apporter les actions nécessaires. Ouais. Mais moi, souvent, je constate qu'effectivement, et leur fameux taux horaire dont parlait Francis, souvent, il est très juste. Donc, il couvre parfois les charges à peine, ce qui fait qu'au moindre petit couac, au moindre petit accident, il n'y a pas de marge de manœuvre. Georges, pour terminer sur ce sujet, vas-y, je t'écoute. Rapidement, tiens, sur mon exemple d'avocat, le taux horaire, super, 200 € en moyenne sur un cabinet pour lequel j'ai fait un diagnostic bien placé, tout ça. Et puis, je regarde, je discute avec l'avocate et donc, on fait un bilan des heures vendables. Et elle me dit 450 heures par mois. Donc, elle a un juriste, elle a une assistante, elle passe beaucoup de temps, elle travaille. 200, donc, fois 200 €, 90 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai dit, banco, je regarde le bilan,
on est plutôt vers les 25 et 30 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vend 1 heure sur 3. 1 heure sur 3, elle vend. Donc, ça veut dire. Alors, le résultat des affaires est de dire, oh, mais il faut que je m'adapte, je vais monter mon taux horaire. Ok, bah, tu montes ton taux horaire. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, nous avons mis en place quoi? Première chose, comme le disait Francis, on mesure. Une mesure sur les dossiers, mesure du temps passé sur les dossiers. Et deuxième chose pour laquelle nous avons mis des actions en place sur la productivité. Comment je peux optimiser les processus? Et voilà. Et donc, on est revenu à un équilibre qui était un peu plus correct pour couvrir les charges et couvrir le développement de l'entreprise. Voilà un exemple très concret. D'accord. Alors, je pense que vous pouvez intervenir. Est-ce que vous, dans votre façon de faire, vous aviez cette idée de bien définir le nombre d'heures vendables, justement, que vous aviez à vendre, à maximiser au niveau de la vente, avant justement de définir un taux horaire? Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos commentaires justement dans le chat? Mettre un oui, non, comme ça on va essayer de voir un petit peu si c'est quelque chose qui était dans vos habitudes. Allez-y, hein. Ce qui est certain, c'est que quand… Pardon. Oui, vas-y, Francis. Ouais, ce qui est certain, c'est que quand on fait ce diagnostic sur une période donnée, on s'aperçoit, du potentiel qui est souvent sous-estimé dans les entreprises, du potentiel que peut réaliser l'entreprise, et deux, après, effectivement, en travaillant sur des actions relativement simples, on s'aperçoit que là-dessus, on gagne. Moi, je reviens à mon exemple d'électricien. Quand on en a parlé aux salariés, c'est même eux qui disaient, c'est vrai que quand on part à 8 heures, on a du monde sur la route, on arrive à 9 h, 9 h30 sur le premier chantier. Et bien là, maintenant, ils arrivent à 7h15, ils boivent le café jusqu'à 7h30. À 7h30, ils sont partis et à 8 h, ils sont sur les chantiers. Donc là, rien que là, on voit direct le cap qui a passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever ce côté convivial, ça veut dire qu'à un moment donné, on est aussi là pour faire de l'argent. Et quoi qu'il arrive, que le technicien soit sur un chantier en train de produire ou boive le café, on le payera quand même. Ouais. Donc, alors, j'ai une remarque d'un restaurateur. Je t'interromps, excuse-moi, Francis. Oui. J'ai une remarque d'un restaurateur qui me dit, je vois pas comment calculer les heures vendables selon les horaires d'ouverture et aussi la production. Et effectivement, il y a des métiers où on est moins, je dirais, dans cette partie-là. Hein. Alors, sur la partie restauration, c'est certainement que nous n'avons pas été clairs tout à l'heure. C'est que dans la partie restauration, on ne vend pas d'heures. Hein, c'est simplement la marge. Les restaurateurs, il y a un seul critère à suivre, c'est la marge. Ce sont des margeurs. Donc, mais par contre, effectivement, dans ce calcul de marge ou de coefficient, hein, souvent ils parlent en coefficient, il faut bien intégrer la masse salariale de nos salariés, comme toute l'ensemble des charges. Et il y a une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté jusqu'à maintenant, c'est couvrir les charges. Ben, c'est gentil, hein, mais c'est le minimum à faire pour l'entreprise. Mais par contre, on est bien là pour la développer. Et puis, pourquoi il faut simplement se poser la question, pourquoi on est chef d'entreprise aujourd'hui aussi, hein. Donc, si on est chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pour gagner de l'argent aussi, et même personnellement. J'en viens à la deuxième slide, comment définir un prix de vente. Alors, je vais passer juste les oui-non. Alors, avant de passer à ça, on en a… Alors, je vois oui, non, non, pas du tout, non, oui, oui. Donc, il y a plus de non que de oui, déjà. Je travaille seul, je vois la rubrique questions. Alors, non, pas du tout, absolument pas. Donc, on va dire qu'on a à peu près, on va dire 30% de oui et 70% de non sur cette partie, effectivement. Et c'est intéressant de voir un petit peu. Sur le je travaille seul, c'est la même logique, puisqu'on vend soi-même ses propres heures. C'est la même logique pour la personne qui a répondu ça. Il est 16h, on finit à 16h30. On va passer maintenant à une deuxième partie qui est importante. On a vu quels étaient les enjeux, effectivement, de la définition du prix, notamment sur le nombre d'heures vendables. Il faut suivre aussi ces chiffres et il faut faire un prévisionnel chaque année. Est-ce qu'on peut, on va passer 10 minutes, on va dire, 10-15 minutes là-dessus, sur comment justement on fait un prévisionnel. Qu'est-ce qu'on intègre dedans? Georges, peut-être, tu peux peut-être nous éclairer? Alors, je vais laisser Sabrina et
et Francis développer plutôt la partie technique. Moi, je vais m'attacher à quelque chose qui est un point important pour moi et qui est essentiel dans mon accompagnement. C'est le rêve du dirigeant. Moi, j'accompagne des dirigeants tous les jours, des TPE, des professions libérales et des commerçants pour accéder à leurs rêves. Leur rêve devient des objectifs. Et c'est ça que j'intègre dans le prévisionnel. Alors comment? Eh bien, on a, nous, la technique Rivalis, qui est propre à notre métier et à notre développement, qui fait qu'on va intégrer ceci dans le prévisionnel. Alors, je laisse Sabrina et Francis développer sur la partie technique. On reviendra peut-être sur le rêve du dirigeant. Important, effectivement, d'intégrer ce rêve. Comment on fait? Sabrina, Francis, qui voulait intervenir l'un ou l'autre, peu importe. Un prévisionnel, ça se fait sur un exercice et puis ça intègre bien évidemment toutes les charges que comporte une structure, c'est-à-dire les charges fixes. Les charges fixes, j'ai pour habitude de dire que ce sont celles qui courront même si vous ne sortez pas de chez vous le matin. C'est quoi? C'est un loyer, c'est du personnel, c'est des intérêts d'emprunt, c'est d'un emprunt, c'est toutes ces charges-là. Et puis les charges variables, bien évidemment, qui fluctuent elles, en fonction de votre activité. Donc, c'est votre marchandise, c'est la sous-traitance si vous en avez besoin. Ça peut être des frais d'achat, de vente, tout ce qui peut être très variable. Voilà, on fait un prévisionnel aussi de chiffre d'affaires à y mettre en face, bien évidemment. Et puis j'ajouterais, puisque donc, Georges a parlé de la partie du rêve, moi j'ajouterais la partie que c'est un prévisionnel, il n'est pas figé, il est là pour être surveillé, ajusté en fonction de l'activité, des aléas. Regardez tous les mois si votre activité dans la profession libérale ou artisan, je dirais un petit peu tous les trimestres, on va dire. Et puis si vous êtes un commerce ou un restaurateur, c'est quasiment toutes les semaines, en fonction de vos achats, puisque vous êtes des margeurs, comme disait Francis, donc tout va se jouer sur vos achats. Donc bien évidemment, à surveiller comme le lait sur le feu pour être sûr que vous atteignez ces fameux objectifs. Et ces objectifs ne sont pas que des chiffres. Comme disait Georges, ce sont aussi des rêves. Et si vous vous levez chaque matin, c'est bien pour ça. Donc, autant faire tout ce qu'il faut pour et surveiller. Alors, Francis, en préparant ce webinaire, on a parlé de deux couvreurs qui étaient parmi tes clients et qui avaient des rêves finalement très différents. Du coup, des objectifs différents. Du coup, j'imagine également des taux horaires ou des tarifs différents. Tout ça découle en fait, comme un ruisseau en fait. Oui, exactement. En fait, oui, exactement. En fait, ça dépend peu de l'activité, ça dépend surtout des structures. Deux couvreurs avec la même activité n'ont pas du tout le même taux horaire parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes frais de fonctionnement d'une manière générale. Alors, sur le prévisionnel, moi, je m'arrêterai quand même sur la construction parce que c'est pas si simple que ça à faire aussi. Et c'est surtout que c'est bien de le ramener à la réalité. Et pour ça, il y a le relevé bancaire qui peut donner des informations, puisque on a le prévisionnel, puis après, il y a la réalité du terrain tous les jours. Mais déjà, de pouvoir le suivre pour adapter en termes de charges, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, parce qu'une fois qu'on a mis nos charges, on va savoir le chiffre d'affaires qu'on doit faire, mais on va peut-être pas le réaliser tous les mois ou toutes les semaines, selon comment on le suit. Donc, ça veut dire que ça, il faut savoir l'adapter et y revenir dessus. C'est très important de le suivre très, très, très régulièrement. Moi, je vois trop de chefs d'entreprise. Quand je leur parle de prévisionnel, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale parce que, alors là, sans prévisionnel, ça paraît compliqué d'être cohérent dans son prix de vente et d'assurer une rentabilité. D'ailleurs, très souvent, c'est les mêmes quand on parle de à combien tu vas finir en termes de résultats. Là, il nous dit, moi, je ne sais pas, j'attends le bilan de mon comptable, sauf que le bilan, quand il nous le remet, c'est trop tard. Donc, ça veut dire que, un, déjà, faire ce prévisionnel, et deux, de pouvoir le suivre, ça doit devenir la Bible du chef d'entreprise.
pour pouvoir apporter des actions correctives si nécessaire, et pas que, hein, parce qu'il y a des fois, on est au-dessus des objectifs, ça se passe mieux que ce qu'on avait pensé, et de là, ça nous permet de prendre des décisions pour du confort, pour de l'investissement et autres. Mais c'est quelque chose qui me paraît fondamental, et j'insisterai vraiment sur, un, l'effectuer, c'est sûr, mais deux, c'est le suivre très, très, très régulièrement. Est-ce qu'on peut donner des exemples de rêves d'entrepreneurs justement que vous avez eu avec vos clients? Est-ce que c'est je veux m'acheter une grosse voiture? Est-ce que c'est je veux prendre des vacances? C'est quoi et qu'est-ce qu'on intègre directement dans le prévisionnel? Juste quelques exemples. Récemment, c'était payer les études des enfants. D'accord. Donc concrètement, Sabrina, toi tu as avec évidemment le dirigeant intégré le montant finalement nécessaire à dégager pour pouvoir payer l'étude des enfants, pour l'intégrer dans un prévisionnel qui est un prévisionnel d'affaires. On ne parle pas d'un prévisionnel qu'on donne à un banquier, hein. On parle d'un prévisionnel pour soi, pour travailler. Voilà, c'est un document de travail, on va dire. Donc tu l'as intégré directement dedans, c'est ça? Oui. Oui, il y a ça. Il y a effectivement, il y a eu un voyage à faire en famille. C'est assez divers. C'est souvent lié à la famille concernant. Georges, apporter du bien-être à sa famille. Oui, alors vous imaginez bien, j'ai accompagné depuis plus de 10 ans un certain nombre d'entreprises et chaque fois, le rêve est différent. Et c'est ce qui fait l'attrait de notre job et notre passion pour ce métier. En tout cas, je vais en citer un qui est très concret. Un électricien que j'accompagne souhaitait avoir un 4x4, un Ram, c'est un véhicule, un gros 4x4 qui vient des États-Unis. Eh bien, globalement, il valait 50 000 euros, entre 50 et 60 000 euros. Et donc, c'est quelque chose qui pouvait être mis en charge par la suite sur un prêt sur entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait cet entrepreneur? Il a décidé de développer son résultat pour pouvoir bénéficier et montrer à la banque qu'il était capable. Alors, on parle technique, hein, on pourrait parler de la CAF, de l'entreprise, qu'il était capable de rembourser ce prêt qu'il allait avoir sur ce RAM et sur ce 4x4. Et en fait, il y est arrivé. Et donc, au bout de 2 ans, il était arrivé aux objectifs de résultats qui s'étaient fixés et il a pu investir dans ce 4x4. Voilà. Et ça l'a rendu heureux. Mais c'est incroyable comme quoi ce rêve-là. Puis là, maintenant, il en a d'autres. Hein. Il veut construire une maison, une deuxième maison et il va y arriver. Hein. Ouais, Francis? Et nous, Christophe et nous tous, c'est notre quotidien. Par contre, je ne sais pas mais pour mes confrères, mais moi, c'est une question, il y en a certains qui ne se l'ont pas posée. C'est des chefs d'entreprise, maintenant, pourquoi tu fais ça? Tu as envie de quoi dans ta vie? Dans 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Dans 2 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais autant d'heures? Pourquoi tu prends si peu de vacances? Pourquoi tu te payes si peu? Qu'est-ce qui fait que c'est rarement des choix, c'est souvent subi, mais rien que le fait de se dire, ah ben oui, si je développe mon entreprise, je pourrais accéder à mon bateau que je rêve, etc., etc. Et c'est déjà une première marche en avant. Et c'est une question que peu de chefs d'entreprise, en tout cas de ce que je rencontre, se posent en disant, mais pourquoi je fais ça? Et aujourd'hui, quel est mon rêve? Quel est mon objectif de vie? Et ça aussi, c'est important, donner du sens à ce qu'on fait. On n'est pas là pour faire 70 heures par semaine, être payé 1 000 euros et avoir qu'une semaine de congé. Si on en est là, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais moi, quand on parle de rémunération, est-ce que j'en parle ouvertement? Je leur dis aux chefs d'entreprise, à moins de 3 500 euros par mois, pourquoi on est chef d'entreprise? Souvent, c'est des très bons techniciens, ils pourraient rester salariés. Donc là-dessus, on est bien chef d'entreprise pour gagner de l'argent. En tout cas, c'est une volonté qui est peu souvent dit, peu souvent. Et quand on rentre dans ce process, eh bien forcément, ça met peut-être un peu de temps, mais on y arrive. On peut peut-être demander à toutes les personnes qui nous écoutent, on est plus de 100, presque 150, allez-y, chattez, dites-nous si vous avez là, cette année, qui est une année un petit peu peut-être spéciale, mais si lors des 2 dernières années, intégrer un objectif personnel chiffré dans votre prévisionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Et dites-nous en même temps si vous avez fait ou pas un prévisionnel d'ailleurs.
Comme ça, du coup, on aura des réponses par rapport à ça. Ça nous semble intéressant de pouvoir les partager à tous. Alors, on va continuer. J'ai juste une question de quelqu'un qui demande le chat. En fait, c'est les questions. Oui, c'est ça. Voilà, parce que quelqu'un ne savait pas où se situer, donc on est bien dans la partie questions, parce que le chat. Dans la partie questions, effectivement. Ouais. Tu as raison, Odile, de le dire. J'avais pas vu la note. C'est pour ça. D'accord. Oui. Vous allez dans la partie questions, vous pouvez intervenir dans cette partie et donc on verra vos retours. Alors, on a vu, pour résumer, qu'il fallait vraiment bien faire un diagnostic au démarrage pour savoir quel était le nombre d'heures vendables, etc., la structure de son entreprise, les charges, etc., faire un prévisionnel chaque année et pouvoir définir son objectif personnel, l'intégrer à l'intérieur. La chose qu'il faut faire aussi, c'est le suivre. Alors, Sabrina, peut-être que tu peux commencer. Comment il faut suivre ce prévisionnel? Tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Alors, pour les commerçants, c'est vraiment toutes les semaines. Hein, c'est ce que tu disais, je crois. De façon très régulière. Alors, régulière, ça veut dire toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, peu importe. Ça, c'est à définir en fonction de votre activité. Mais effectivement, de façon très régulière, comme disait Francis à juste titre, et moi, je m'en sers, les relevés bancaires sont un très bon outil pour vérifier qu'on est bien dans les clous, déjà de ce qu'on s'était fixé, première chose. Et ensuite, vérifier par rapport à ces factures d'achat pour les commerçants, les marchandises, voir si le prix a augmenté, a baissé, voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on n'augmente pas? Ça, c'était ce que disait Odile. Et en tout cas, vraiment être pragmatique, toujours alerte, toujours vérifier tous ces coûts qui sont non négligeables dans la structure. Mais être dans la régularité, surtout la régularité. S'obliger à le vérifier. Et Odile en parlait tout à l'heure, Francis, sur la partie artisanat, on a aussi des variations de prix qui peuvent être importantes au niveau des matières premières, ce genre de choses, surtout en ce moment en plus, hein, c'est assez tendu, je crois. Oui, alors là, actuellement, les artisans le savent très bien, le prix des matières premières a très nettement augmenté ces derniers temps. Là, c'est pareil, hein, si on n'y fait pas attention, on va se retrouver à faire des prestations où on va gagner très peu, voire pas du tout. Hein. Donc, alors après, il peut y avoir d'autres leviers. Ça ne veut pas dire que mécaniquement, il faut augmenter tous nos prix. On en parlait, il y a peut-être des solutions en organisation interne, peut-être que sur certains chantiers ou prestations, on peut gagner du temps, par exemple, de réalisation. Mais quoi qu'il arrive, ces fluctuations-là, on est obligé d'en tenir compte. Ceux qui font beaucoup de routes, par exemple, dans leurs prestations, le carburant change très souvent. Et alors, quand ça peut être à la hausse comme à la baisse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis très sceptique sur des chefs d'entreprise qui me disent, moi, j'ai un taux horaire à 50 € de l'heure et ça fait 3 ans que j'applique celui-là. Et moi, j'estime que ça, c'est pas piloter son activité. Donc là aussi, c'est jeter la pièce en l'air et avec un peu de chance, on gagne de l'argent si on n'en a pas. Mais c'est pas digne ça paraît très difficile de piloter une activité comme ça. Donc ce taux horaire, c'est bien aussi de le vérifier pour voir par rapport à nos charges actuelles si jamais il est toujours dans les clous ou pas. Et sinon, il faut trouver des solutions. Mais je vais prendre l'exemple d'un autre chef d'entreprise que j'accompagne, un artisan. Quand j'ai démarré, on était à 34 € de l'heure. On ne gagnait pas d'argent. Il est à 48 € de l'heure en 10 mois d'accompagnement. On est passé à 48 € de l'heure. Il a toujours des clients. Donc là aussi, ça fait intéressant, 34 € de l'heure. Parce que il y a quelque part peut-être aussi la peur de voir augmenter ses tarifs, de dire bah voilà ça va être trop cher par rapport à peut-être ce que moi en tant qu'entrepreneur je dis que ça vaut. Alors on va en parler un petit peu plus tard sur le positionnement prix, mais comment on fait pour justement défendre l'augmentation d'un prix de vente? Comment tu as fait pour passer de 34 à 48 € de l'heure justement, peut-être auprès des clients ou des prospects, des nouveaux prospects? Comment ça s'est passé? Et moi, je prends simplement l'exemple d'un restaurateur. Il y a des routiers où on mange à 15 € le menu. Et il y a des restaurants où c'est le minimum des menus, c'est 200 €. Donc, ça veut bien dire que dans la restauration, ça existe, ça.
Il y a des catégories. Donc, une chose qui est rarement évaluée aussi dans les entreprises, c'est la compétence. Ça se paye, ça. Donc, et puis, est-ce que ça vaut le coup pour un chef d'entreprise de se battre, entre guillemets, sur un tarif avec un auto-entrepreneur? Forcément, il n'y a pas les mêmes charges. Donc là-dessus, c'est une question de cible. Alors, je pense qu'on y viendra tout à l'heure, mais en tout cas, dans sa prestation, c'est se dire, mais moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, par rapport à ce que je sais faire, soit je fais des prix peu élevés et il me faudra faire du volume pour gagner de l'argent, soit je fais peu de prestations à des prix très élevés et je me démarre par rapport à mes performances, l'idéal étant peut-être de se situer au milieu. Mais ce qui est certain, c'est que combien je bosse, quand je leur pose la question à ces chefs d'entreprise, mais toi, tu veux combien? Tes compétences aujourd'hui, elles sont évaluées à combien? Tu vaux pas la même chose si tu viens de démarrer que si tu as 20 ans de métier. Donc ça aussi, la compétence, ça se paye à un moment donné. Et puis la qualité du travail reste et le prix s'oublie. Donc ça se défend. Ça se défend. Et puis c'est une question de ciblage. Après, s'il y a des clients qui veulent pas travailler avec nous parce qu'on est trop cher, à leurs yeux, eh bien, il faut juste l'accepter. Il y en a d'autres qui l'accepteront. Alors, vas-y, Sabrina. Après, il y aura des questions. Si je peux intervenir aussi par rapport à l'augmentation d'un tarif chez un artisan, en tout cas, moi je sais que j'ai un client de l'année dernière, début d'année dernière, qui était à 42 € en taux horaire. On l'a augmenté de 5 €. Il m'a dit mais ça passera jamais. Je lui ai dit écoute, fais l'essai. Et finalement, quand on ramène ce fameux plus 5 € sur un chantier, mettons à 20 heures, c'est pas énorme sur le bas d'une facture au final, si on le ramène en pourcentage. En fait, je pense qu'on se met un mur là où il n'y en a pas. Et donc, l'idée, c'est de faire un déblocage aussi chez ce patron en lui disant que finalement, ce n'est que 5 fois 20 €, ce n'est que 5 fois, voilà. Et essaye et tu verras que ça passera. Si toi, tu y crois, tu le vendras très bien. Ce n'est qu'un faible pourcentage du montant total. Sauf que lui, ramené au nombre d'heures, ces fameuses heures potentiellement vendables sur l'année, ça fera une différence sur son chiffre d'affaires. Ce que tu dis, Sabrina, je vais rebondir dessus parce que ça fait partie du quatrième volet important aussi dans la définition d'un prix, c'est le positionnement finalement. Tout à l'heure, tu disais, Francis, combien est-ce que tu vaux, toi? Mais effectivement, qu'est-ce que le prix reflète, entre guillemets, comme valeur, en fait? Et surtout, quelle est la valeur du produit que vous vendez? Parce que finalement, lorsqu'on achète quelque chose, nous tous, on va y accorder une valeur. Et c'est cette valeur, en fait, qu'il faut connaître pour être sûr que le prix soit acceptable quelque part. Dans cette slide, on a mis calculer le ratio valeur perçue divisé par le prix. Il doit être le plus élevé possible. Donc, ce qu'on vous conseille, et on va en parler entre nous, c'est de pouvoir calculer, de pouvoir valoriser quelque part la valeur perçue de ce que vous vendez. Et je trouve que ça rebondit, je rebondis sur ce que tu disais, Francis, combien tu vaux toi? Il faut peut-être effectivement se dire combien ça vaut, quoi. Combien, voilà, quel prix ma clientèle est prête à mettre sur telle ou telle prestation ou tel produit. Est-ce que quelqu'un va intervenir sur cette notion de positionnement prix, etc.? C'est avant tout, avant de parler de clientèle, c'est avant tout, pardon Georges, juste pour préciser, c'est avant tout, ce que je fais comme prestation, à mes yeux, ça vaut combien? Avant de parler de clientèle, mais là-dessus, parce que moi j'insiste là-dessus parce que là aussi, il y a des chefs d'entreprise qui ont des mers en or, par exemple, sur des artisans. Moi, j'accompagne je l'ai accompagné parce que maintenant, je ne l'accompagne plus, mais un menuisier, il faisait notamment des escaliers de toute beauté. Il n'y avait que lui qui savait faire ça, quoi. Et ben, je peux vous dire que lui, bien évidemment, on a joué son positionnement tarifaire et bien évidemment, ça a changé avec sa cible. Donc, il est allé chercher une autre cible parce que ce qu'il faisait, il se sous-estimait totalement. Il faisait des choses magnifiques qui n'étaient pas à sa juste valeur et notamment sur la valeur perçue et le prix. Donc, là aussi, la question de la cible est très importante aussi. Oui, Georges, tu voulais intervenir, je crois.
Alors, si on reprend l'exemple de ce cabinet d'avocats, parce qu'il y a sûrement parmi nos participants des professions libérales, ben là, on voit bien que le positionnement du taux horaire est important dans le marché des avocats, mais le travail qui a été fait dans ce cabinet que j'ai accompagné, eh bien, c'était de dire quelles sont vos forces, par rapport à d'autres cabinets. On a travaillé quoi? Sur les modalités de paiement, sur les conventions d'honoraires qui étaient très claires, les estimations des heures, des forfaitisations, tous ces points-là qui a mis en avant la réactivité, la réponse aux clients dans des délais qui sont convenables, alors que des fois on envoie des mails à l'avocat et ça. Tous ces points-là ont fait que le positionnement était très clair du cabinet d'avocats. Et donc, qu'est-ce qu'il a pu faire? Eh bien, il a pu faire, en mesurant bien sûr le nombre d'heures qu'il passait par dossier, de vendre mieux le nombre d'heures. On prend un exemple, par exemple, il avait un forfait divorce, je prends cet exemple parce que j'ai en tête, à 1 500 €, il est passé à 2 000 €. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il vendait le même nombre d'heures, mais avec un tarif plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon positionnement. Et un bon positionnement parce qu'il connaissait ses forces, et il les connaît toujours puisqu'il les développe, et il s'est appuyé là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un vrai moteur de développement. Sabrina, ouais, tu veux ajouter quelque chose? Oui, pour rebondir sur ce que dit Georges, je n'ai pas hésité à faire cette fameuse analyse SWOT. Alors, c'est un acronyme anglais, mais qui veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Et effectivement, n'hésitez pas à lister vos forces. Vos forces, c'est réellement votre valeur ajoutée et c'est ce qui, effectivement, définit votre valeur par rapport au prix du marché, par rapport à vos concurrents. Vous en avez forcément. Il y a forcément des choses qui vous démarquent par rapport aux autres. Vous avez des forces. Georges vient de l'expliquer avec cette prestation à divorce qui m'a fait sourire. Mais voilà, vous avez sûrement de la réactivité plus que d'autres. Vous avez sûrement un talent plus que d'autres. Allez savoir, quelqu'un de votre équipe qui est performant, qui va plus vite, qui est réactif, je ne sais pas. Et vous avez forcément des forces qui justifieront votre valeur. Oui, de toute façon, façon d'aller vite, n'est pas assez élevé. À un moment, il y a des difficultés qui arrivent et ça, il y a rien que le prix finalement. Ou alors, on réduit ses charges. Ça, c'est l'autre pendant. C'est réduire ses charges et peut-être se fournir ailleurs, se fournir, ou je sais pas, embaucher des gens à des prix plus faibles. Mais du coup, la qualité empathie, mais du coup, on a une autre clientèle. C'est sûr qu'il y a souvent ce sentiment d'imposteur en fait chez les dirigeants de petites entreprises qui ont l'impression de voler en fait et qui veulent pas augmenter le prix. J'en vois là certains dans les commentaires qui ont peur d'augmenter les prix. Tout ça, ça s'explique. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent. Nous-mêmes, on est face à des augmentations de prix de nos fournisseurs. C'est pas pour autant qu'on s'en sépare. Parce que vous, vos fournisseurs, bah, vous restez parce qu'il est fidèle, parce qu'il a toujours fait le job correctement, parce qu'il est réactif, comme dit Georges. Un délai, ça a de la valeur. Moi, on va faire des travaux là pour l'entreprise, par exemple. Bah, on va prendre celui qui sera capable de nous le faire avant le 1er septembre. Parce qu'on veut absolument l'avoir avant le 1er septembre. Donc, le prix n'est plus un problème, en fait. Donc, voilà, il y a ouais, faut savoir le vendre. En fait, il faut savoir défendre son prix. Et en fait, il faut assumer vraiment son prix aussi, je trouve. Être à l'aise avec. Quand on est... Vas-y, Sabrina, excuse-moi, oui. Non, je disais juste être à l'aise avec. Ouais, c'est ça, il faut l'assumer. Et après, tout d'un coup, ça passe, quoi, finalement. Et il faut oser le faire. Parce que des fois, on n'ose pas trop, mais des fois, on le fait. Et il y a beaucoup de dirigeants que j'ai rencontrés qui m'ont dit, bah, je l'ai fait. En fait, c'est passé tout seul, quoi. Mais oui, en fait, on fait un monde de ça et en fait, ça passe. C'est ce que je disais, on s'en fait un mur alors qu'il faudrait pas. Moi, certains qui ont augmenté leur prix, je leur ai dit on essaye sur quelques devis, on verra bien. C'est passé, mais tranquillement. Voilà. Parce qu'il suffit d'être à l'aise. Un de nos rôles importants de l'accompagnement du dirigeant, ça, c'est un rôle important. D'amener la sérénité, d'amener la confiance dans la défense de son prix. Et ça fait partie de notre rôle aussi de coaching. Alors, on va passer aux questions, parce qu'il est 16h25, donc on arrive à la fin de ce webinaire, donc il nous reste encore 5 minutes. On vous a fait un résumé, hein, donc sachez de quoi est composé votre prix, le taux horaire, les marchandises, bien appliquer les marges sur les deux différemment. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des marges, mais évidemment, il faut que les marges soient, je dirais, différentes selon le taux horaire et selon les marchandises, en tout cas suivies. Faites un prévisionnel.
On en a parlé, beaucoup d'entre vous n'en font pas, hein, on l'a vu. Donc faites-en un et intégrez votre objectif personnel, votre rêve, ce qu'on appelle le rêve du dirigeant à l'intérieur, pour que vous ayez en plus un suivi et peut-être que vous puissiez l'atteindre justement plus ou moins rapidement. En tout cas, on l'espère à court terme. Suivez votre prévisionnel au moins une fois par mois, voire plus selon votre activité. Vous voyez, sur les commerçants, c'est au moins une fois par semaine. Dans les outils Rivalis, c'est tous les jours, c'est en temps réel. Donc vous avez, je fais un petit peu de pub pour Rivalis là, mais c'est important de le dire aussi, c'est du temps réel. Donc vous savez à tout moment où est-ce que vous en êtes et où vous allez. Donc voilà, c'est important, je pense, à rajouter. Connaissez votre clientèle, soyez toujours à son écoute. Extrêmement important quand il peut y avoir des concurrents qui arrivent aussi. Et pour ce qu'on a dit tout de suite, vous donnez confiance par rapport justement à la défense d'un prix, pourquoi pas à son augmentation en fonction de ce que vous valez et de ce que vous pensez que votre produit vaut. Ça, voilà, il faut assumer ce tarif. Maximiser le ratio valeur perçue, connaître la valeur perçue, c'est important aussi de vos clients et donc bien connaître vos clients et les suivre aussi. Alors, on a encore le temps, 3 minutes, pour revoir un peu quelles sont les questions que vous avez posées. En parlant d'évolution de tarifs, je suis dans l'accompagnement, sophrologie, préparation mentale. Cela semble compliqué de changer le tarif d'une séance à une autre, par exemple. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à Renaud qui fait ça? Ah oui, là c'est sûr que tout dépend. C'est une profession libérale, hein, donc tout dépend de sa prestation et puis de la valeur de sa prestation qu'il a définie. Mais en amont de la valeur de sa prestation, eh bien, on va regarder quels sont effectivement, à travers le prévisionnel, quel serait le bon taux horaire, puisqu'on va 1 heure de sophrologie ou 2 heures de sophrologie. Donc là, c'est un point important, ça aussi. Le prévisionnel va nous permettre, et le rêve de ce dirigeant va nous permettre aussi de fixer ces tarifs-là. Et après, par exemple, 1 heure de sophrologie, bien effectivement, c'est difficile, sauf s'il y a des différences. Hein. C'est encore le même truc que l'avocat, hein, entre un dossier ou un autre, mais là, je ne vois pas comme ça de différence sur 1 heure de sophrologie. Donc voilà, mais qui nous rencontre, on lui fera une analyse. Ouais, je pense qu'il peut le faire. La question, c'est plutôt comment augmenter. Enfin, moi, je pense qu'il peut le faire. Déjà, il faut expliquer aux patients ou aux clients, des fois, hein, le pourquoi on augmente. Et je sais pas, on a peut-être du meilleur matériel, on a peut-être fait une formation entre-temps et du coup, nous, on est meilleur. Ça explique. Hein. Enfin, les clients peuvent être compréhensibles s'ils sont fidèles. Et après, on peut le faire aussi progressivement. Peut-être qu'il ne faut pas faire. Voilà, il faut y aller doucement, mais ça se comprend. Hein. Oui, Sabrina. Après, ça peut se faire progressivement, comme dit Odile, c'est-à-dire que à l'aide d'un simple fichier Excel, on sait qui sont les clients déjà existants et les niveaux passent sous la nouvelle tarification. Voilà. Et puis, tôt ou tard, on va augmenter les anciens, mais on peut déjà commencer par les nouveaux sur une nouvelle tarification. On n'est pas obligé d'avoir un tarif linéaire pour sa prestation. On peut être à 60 pour certains et à 70 pour d'autres. Après, c'est comme dit Georges, il faut rencontrer quelqu'un, mais une augmentation n'est pas nécessairement brutale, elle peut être progressive aussi, ouais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que je conseillerais. Après, on regarde des chiffres, mais… Après, j'aimerais juste amener une remarque sur ce positionnement tarifaire. C'est pas systématique d'augmenter ses prix aussi. Hein. Peut-être que parmi les chefs d'entreprise, il y en a qui ont des tarifs qui sont totalement cohérents avec leur projet de vie et la rentabilité qu'ils souhaitent. Donc maintenant, des fois, c'est pas possible d'augmenter les prix, on le sait bien, ou en tout cas c'est difficile. Quand il y a de la forte concurrence ou autre, mais on peut travailler sa com, on peut travailler son développement, sa stratégie commerciale, on peut travailler son organisation qui vont nous permettre de gagner du temps, qui vont nous permettre de mieux acheter là aussi. Donc les fournisseurs, il ne faut pas hésiter à les mettre en concurrence aussi, à revoir. Et puis après, Odile, tu parlais de réduction de charges. Alors, ce n'est pas notre moteur. Maintenant, moi, j'aime bien demander aux chefs d'entreprise de revoir un peu leur assurance, leurs coûts de communication, leurs frais de fonctionnement d'une manière générale, au moins une fois par an,
parce qu'on a vite fait la dernière fois qu'on a fait ça sur un artisan avec son contrat d'assurance, il a gagné 1100 € sur l'année. C'est quand même pas neutre. Donc là aussi, ça ne veut pas dire ah ben, très bien, Rivalis, ils nous disent qu'il faut augmenter les prix. C'est pas du tout le discours qu'il faut entendre, hein. C'est vraiment avoir le bon prix qui va nous permettre d'obtenir et d'accéder à nos rêves. En fait, l'idée, elle est là. Donc peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont déjà des tarifs tout à fait cohérents, quoi. Dernière peut-être question, parce qu'il est 16h30, Franck qui nous dit « Bonjour, je suis photographe, j'ai un taux horaire différent suivant les prestations et le type de client. » On rebondit sur ce que tu disais, Sabrina. En revanche, je ne sais pas calculer le prix de vente de mon travail, photo, tirage, etc. Donc là, il faut faire une analyse un peu détaillée, effectivement, de tout ça, hein, je pense. Là, de production, voilà. Oui, mais là, effectivement, il y a une analyse à faire. Donc là, moi, je n'ai que cette réponse. Faites-vous accompagner parce que chaque cas est particulier. Vous aurez des questions très spécifiques dans chacun de vos métiers. On voit même, Francis en parlait tout à l'heure, dans le même métier, des couvreurs, des menuisiers qui sont dans des configurations différentes. Et donc, chaque cas est spécifique. Vous avez en plus vos propres objectifs personnels. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous apporter vraiment une vision sur prendre de la hauteur par rapport à ce prix de vente. Qu'est-ce qu'il faut peut-être regarder et peut-être des choses auxquelles voilà, vous ne prêtiez pas attention aujourd'hui, vous allez peut-être justement y prendre plus attention. On parle des heures vendables, on parle du prévisionnel, on parle de vos objectifs, on parle de la valeur perçue du client, etc. Tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir travailler déjà. Vous avez des conseillers Rivalis, on est 730 en France, que vous pouvez solliciter gratuitement. Ils peuvent venir vous voir, au moins pour faire un premier diagnostic de votre entreprise, regarder un petit peu ce qui peut être amélioré. Donc, on se permettra, comme on a vos coordonnées, de les fournir justement aux personnes qui seront à côté de chez vous, qui vous appelleront pour un premier contact. Et comme ça, vous pourrez voir si vous voulez les accueillir, échanger avec eux. Ce sont tous des chefs d'entreprise indépendants et qui utilisent évidemment nos méthodes et nos outils pour vous permettre à vous, encore une fois, d'améliorer votre façon de gérer et surtout d'être plus serein et plus heureux dans votre vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 16h33, on a dépassé de 3 minutes, mais on essaie d'être toujours bien réglé sur le timing. En tout cas, on vous remercie. Il y a beaucoup de questions, hein. On ne pourra pas évidemment toutes les prendre. Mais tous les conseillers savent répondre, hein. En tout cas, tous les conseillers savent répondre à toutes les questions qui sont posées là, ça c'est certain. Parce que je les ai lues quasiment toutes. Alors, j'ai pas eu le temps de répondre à tout, mais les conseillers savent répondre à tout, ça c'est sûr. D'accord. Bon, bah voilà. Vous aurez toutes les réponses lorsque vous aurez votre conseiller au bout du fil. Et puis, si jamais on ne vous appelle pas, bah, n'hésitez pas à faire appel à nos services par le biais de notre site internet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu, qu'on vous a apporté des éléments de réponse par rapport à ce super thème qu'on voulait aborder. Vous étiez très très nombreux. Pour tout vous avouer, vous êtes le webinaire où il y a eu le plus de monde aujourd'hui, donc c'est chouette de vous avoir. Merci beaucoup à nos intervenants, vous avez été top aussi, tous complémentaires dans vos domaines voilà, d'exemples. J'ai trouvé ça vraiment sympa d'échanger avec vous. Donc merci Sabrina, merci Odile, merci Georges et merci Francis. C'était un plaisir. Et puis à bientôt. Alors, on va faire une petite pause cet été sur les webinaires, mais on va revenir à la rentrée en force avec de nouveaux webinaires. Et on vous sollicitera certainement justement pour des thématiques, les thématiques que vous préférez. On fera une petite enquête courant d'été justement pour savoir ce qui vous intéresse le plus pour que à la rentrée, on puisse vous offrir tout ça. Merci à tous encore une fois. Merci. Et à bientôt. Passez tous un bel été. Merci à tous. Au revoir. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Tu as raison, Georges. Il faut soutenir les rêves. C'est ce qui nous fait tenir. Ouais. Oui, mais c'est vrai que avant, je me dis, mais à quoi sert d'ouvrir une boîte si c'est juste pour bosser et jamais rien s'offrir? C'est vrai, c'est un peu triste, quoi. Alors, les premières années, on peut comprendre, mais après, quand même, faut gagner sa vie, quoi. Enfin, voilà. Et nous, on vit nos rêves.
Ah ouais. Moi, j'avais croisé quelqu'un dont le rêve, c'est pas que matériel, mais ça joue forcément sur le résultat de la société. Il estimait qu'il n'avait pas assez de temps pour aller pêcher. Bah ouais, Ouais. bah Et oui. c'était son rêve. Bah, il y en Donc, avait un là, c'était jouer à la batterie. On avait là une personne aussi, c'était jouer à la batterie. Maintenant, il est dans un groupe et tout, il est trop content. Mais c'est vrai que ça peut être ça, c'est pas forcément des comme quoi, trucs. les rêves, c'est pas que du matériel, voilà, c'est aussi. Et j'avais été émue par ce rêve en fait. Je me suis dit, Ah waouh, oui. ah oui, bah oui. Ce petit monsieur, il trouvait qu'il avait pas assez de temps pour aller pêcher. Et du coup, C'est maintenant, génial. Ouais, ouais. C'est génial, mais c'était dans la région lyonnaise. J'étais avec un autre conseiller. ah oui, d'accord. Donc, oui, c'était quand j'étais lyonnaise. Donc, mais j'avais trouvé ça. Je m'étais dit, bah oui, Ouais, en ouais. fait, c'est lui qui a tout compris. En Bah fait. oui. Et voilà. Parmi les personnes là, j'ai quelqu'un aussi. Tu vois, on est sur l'histoire du temps plus que de l'argent. C'était quelqu'un quand on s'est rencontrés. Sa compagne était enceinte. Donc lui, son idée, c'était de plus faire les journées qu'il faisait, quoi. Bah oui, c'est Mm. ça, ouais. Eh oui. Souvent, on retrouve Parce qu'un petit bout allait arriver. Et donc ça, ouais. son rêve à lui, c'était d'avoir des semaines plus légères pour profiter de l'enfant à venir, Bah ouais. tout en gagnant la même chose. Et donc la mécanique, elle est différente là pour le coup, Mm. mais elle est tout aussi poignante, quoi. Parce que, Pas grave. donc il y a pas que le rêve d'un 4x4 ou financer des études des enfants. Il y a aussi, en fait, c'est des rêves d'hommes, de papa, de femmes, de mamans. C'est pas des Voilà. trucs. Enfin, moi, ce Moi, que juste j'ai, avant, c'est que c'était pas des trucs dingues, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'était pas pas des des trucs dingues. trucs Jamais. réalisables. Personne Mm. m'a dit je voudrais une Ferrari, moi. Mm. Je crois que c'est arrivé une fois dans le réseau Rivets. C'est vrai. Et il a eu sa Ferrari. Et il l'a Il eu, l'a eu. ouais. Bon, mais c'est ce qui Ça, compte. S'il l'a eu, c'est euh, ce qui compte. Mais, mais voilà, c'est des choses toutes mignonnes. La plupart du temps, c'est très mignon. Et effectivement, quand ils y arrivent, ouais, c'est c'est chouette, hein, c'est Mais super. alors, je fais une petite pause. On fait un contre-webinar là, donc on continue en fait. C'est-à-dire que tout le monde est parti, mais on est encore 70 à discuter, à échanger. Voilà, Je te 65. dis que parfois, je fais ça aussi dans les webinaires, parce que j'en fais aussi d'autres à côté. Et souvent, il y a une bonne ambiance post-webinaire. Alors moi, je vais devoir partir parce que j'ai un rendez-vous, elle m'attend depuis 8 minutes. Mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de partir parce qu'il y a plein de gens. Non, mais j'avais encore un autre exemple qui est très récent et où je me suis dit que toute la saveur de ce métier était là. C'est quelqu'un qui me disait, je vais partir 2 semaines et à mon avis 3 ça tiendra pas, blablabla, blablabla. Et il me glisse dans la conversation que Madame aimerait bien quand même prendre 3 semaines, Madame. Et puis on a re-regardé les plannings, voilà. Et j'ai tout bossé à la maison et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, si tu me dis que ça tient, je lui ai envoyé quelque chose, un projet. Si tu me dis que ça tient, tu peux partir 3 semaines. Il m'a dit que ça tenait et il m'a invité à la pizzeria parce qu'il avait pu annoncer à madame qu'il partait 3 semaines. Ouais. Et ben, ça, pour moi, c'est génial. c'est tout le bonheur. Voilà. C'est génial parce que c'est Ouais. c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement l'entrepreneur d'une petite entreprise, c'est avant tout un homme et une femme, et que c'est lui qui doit être au cœur voilà, de nos préoccupations. L'entreprise, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et donc c'est chouette d'avoir ce genre d'histoire voilà, qui Mais même pas concrétise. que lui, c'est-à-dire que souvent, elle est partie prenante, même si elle y travaille pas, les enfants aussi, et l'équilibre de l'homme passe aussi par l'équilibre de sa famille, finalement. Ouais. Et il faut vraiment intégrer ça, c'est-à-dire qu'il y a son rêve à lui, mais il y a aussi son équilibre familial qui est hyper important. On avait fait un webinaire sur le rêve de l'entrepreneur, justement, pour vraiment spécifier un petit peu ça, effectivement, et une des choses qu'on disait, c'était parlez-en, faites la liste des choses qui vous semblent importantes, mais validez aussi avec votre entourage que voilà, les personnes qui vous entourent, vos proches, adhèrent aussi au même rêve, parce que voilà, quand tout le monde est d'accord, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Donc super. Bah écoutez, je pense on peut peut-être s'arrêter. Merci à tous. On a On va encore s'arrêter. 53.
Merci encore une fois à tous de votre attention et de ces échanges. Sabrina, tu es encore là. Je sais pas si Francis est là, mais Ouais, je suis là, je suis là. ouais, tu es là, Francis. Eh ben, écoute, à bientôt et merci encore. À bientôt. Merci encore. Au Allez, revoir. ciao tout le monde, bonnes affaires. Tout le monde.